tout moment, tu vas rencontrer un gars là-bas qui va être ton nouvel associé pour les 10 prochaines années. Les choses peuvent vraiment aller aussi vite. De manière totalement insolente, à l'âge de 17 ans, j'ai arrêté les études une semaine avant le bac. C'est le concept le plus important selon moi en tout cas. Qui est d'ailleurs le plus banalisé et que beaucoup de gens ne suivent pas. C'est pas impressionnant de faire 50 000 € par mois à Dubaï. Genre, je préfère le dire, c'est pas impressionnant. Et donc là, on se lance dans 6 mois, 1 an, un peu plus d'1 an même, d'accompagnement intensif. Vraiment, on a charbonné ensemble. J'avais un goût du risque dans mon trading qui faisait super sens, qui était pertinent, qui était rationnel, mais un goût du risque dans ma vie qui était complètement fou, quoi. Est-ce que déjà, du coup, tu peux te présenter, parler, comme on avait dit, du coup, un petit peu de toi? Donc alors, pour remettre du coup en place le contexte, pourquoi on a décidé de faire ce podcast, sachant que de base, moi personnellement sur ma chaîne, donc on va la diffuser sur les 2 chaînes, moi personnellement, j'en fais jamais, mais je me suis dit que ça serait sympa de pouvoir faire des collaborations, en fait, de découvrir d'autres traders, etc. Et là, en l'occurrence, c'est une très bonne occasion, vu qu'on est avec Antonin, qui s'est beaucoup formé dans le trading, dans l'entrepreneuriat de manière générale, qui a 18 ans, je vais t'essayer de te présenter, qui est venu à Dubaï. Donc je me suis dit que faire un premier podcast, c'était vraiment la bonne occasion. Donc est-ce que du coup tu peux commencer par parler un petit peu de toi, de qu'est-ce qui t'a amené à Dubaï déjà, comment les choses ont commencé un petit peu pour toi, pour te présenter? Let's go. Bah déjà je te remercie pour l'invitation Gaël, ça fait plaisir. Ouais, carrément. Donc moi je m'appelle Antonin, j'ai 18 ans, j'ai commencé l'entrepreneuriat à 14 ans et demi, donc j'ai commencé avec le Bitcoin en fait, les cryptos. Ok, mais putain, je savais même pas du coup. Ouais, okay. Quand t'es en seconde, bah du coup c'est en 2021. Ouais. Et en 2021, explosion des cryptos, le Bitcoin qui atteint 69 800 à l'époque, donc l'ancienne ATH. Et évidemment, on entend parler sur BFM, on entend parler dans le taxi, même mon daron, il en entend parler. Donc si mon daron en entend parler, tu doutes bien que j'en entends parler également. Mon feed YouTube se remplit de crypto-monnaies, c'est Asher, je sais pas si tu connais la chaîne YouTube. Donc évidemment, étant adolescent de 14-15 ans, je consommais YouTube à longueur de journée, en fait, même en cours. Donc naturellement, le Bitcoin arrive et moi, j'ai vraiment des antécédents pas incroyables avec les cours. J'ai jamais aimé ça, je me suis jamais senti à ma place, pour être honnête avec toi. Mais j'avais pas de projet précis, contrairement à d'autres qui avaient un projet précis. Bon, 15 ans, c'est normal, hein, mais j'avais pas de projet précis, ce qui veut dire que je savais que je voulais pas faire des cours, mais je savais pas quoi faire. Ouais, ok. Donc, je me suis laissé tenter par le truc, je me suis dit, j'ai quoi à perdre? C'est la découverte, c'est la curiosité. Mon père, il m'a toujours dit que la curiosité, c'est important. Donc, j'ai commencé à regarder une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos. Et j'ai fait ça avec un pote au début. Et du coup, voilà, on commence. YouTube, crypto-monnaie. À l'époque, on était sur eToro. C'est ma mère qui m'avait donné 300 balles parce que j'avais pas trop de cash. Je dois la rembourser d'ailleurs. La classique, eToro. On va dire les brokers qui font surface en premier quand tu commences à t'intéresser au trading, qui sont loin d'être les meilleurs, mais c'est ceux qui ont la meilleure com, donc ceux qui sont en premier, quoi. C'est ça, c'est exactement pour commencer, ça. C'est bien aussi, en vrai, pour te mettre dans le bain. Pour commencer, moi, c'est pareil, j'ai commencé sur des brokers qui étaient dégueulasses, mais pour te mettre dans le bain, c'est trop bien. Donc du coup, tu découvres les cryptos dans un premier temps et tu te lances sur eToro pour trader les cryptos ou investir dans les cryptos? Alors, à l'époque, je savais pas ce que c'était la différence entre trader et investir. Ça veut dire que je voyais un graphique, je voyais que ça montait. En vrai, on va acheter quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était ça à 1000%. Et ouais, c'est vrai que maintenant on a des brokers bien plus professionnels ou alors on a des profs firmes. Mais à l'époque, eToro c'était bien justement pour les beginners, tu vois, pour les gens qui commencent, parce que l'interface, elle est simple d'utilisation, elle est compréhensive. Donc j'ai commencé là-dessus. J'ai mis 300 balles sur le broker, entre guillemets. J'ai perdu de l'argent, j'ai gagné de l'argent, mais contrairement à tous les success stories de j'ai cramé mon premier compte, moi j'ai pas cramé de compte. J'ai pas gagné, j'ai pas perdu. J'avais déjà dès le début une bonne gestion du risque peut-être, mais... Ok. Non, en vrai c'est marrant parce que pour moi c'est exactement pareil. Ah ouais? Il y a beaucoup de traders qui commencent par cramer énormément de comptes, avec les signaux, tout ça, etc. Moi c'est pareil, j'ai jamais cramé de compte. Je suis arrivé dedans, mais après je pense que ça dépend aussi beaucoup de la manière dont tu es introduit justement. Toi si tu me dis que tu as commencé avec Asher, même si c'est pas peut-être une référence incroyable pour faire vraiment, si le but c'est de faire son métier, je pense que ça reste quand même une bonne référence pour commencer dans le domaine. Et en l'occurrence, c'est pareil, moi j'avais commencé aussi avec des assez bonnes références. Et en fait, très tôt, j'ai appris que la psychologie, elle faisait une très très grosse partie du jeu, que la gestion du risque, c'est très, très important. Donc j'ai jamais joué au trading, en fait, où j'ai jamais pris des positions, où j'ai vraiment risqué beaucoup, etc. J'ai jamais cramé de compte. Donc en fait, finalement, c'est pas si risqué que ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que tu es obligé de passer par là, mais pas spécifiquement en vrai. Donc c'est marrant que tu me dis ça, mais c'est pareil pour moi. Donc du coup, eToro, tu commences du coup par investir dans un premier temps sur les crypto-monnaies. Okay. Sur les crypto-monnaies, donc à l'époque, il y avait beaucoup de NFT. Donc, vous savez, les petits tokens numériques non tangibles. Donc il y avait une crypto qui était associée
au NFT Bored Ape Yacht Club. Ouais. Donc c'était le Ape. Qui existe encore. C'est un token qui s'appelait le Ape. Et du coup, j'avais investi dans le Ape et j'avais fait un peu de sous. Okay. J'avais fait 50 €, quoi. À l'époque, c'était insane. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai passé mon compte de 300 à 400, puis de 400 à 250, puis de 250 à 350. Bref, ça stagnait. Mais j'ai pas perdu, j'ai pas gagné. J'ai retiré l'argent depuis pour réinvestir, évidemment. Mais j'ai commencé comme ça et j'ai adoré l'expérience, en fait. Je me sentais différent. Et comme depuis le début que je suis en cours, j'ai toujours eu ce sentiment d'être différent, bah, ça me correspondait vraiment. Ouais. Donc j'ai continué avec mes potes à faire du resell. Ça m'a ouvert la voie de l'entrepreneuriat, en fait. Ouais. Donc j'ai vendu des chaussures. Potes qui ont commencé par le resell aussi. Ouais, 100%. C'est très accessible. Et les adolescents, ils sont très dans le m'as-tu vu, dans la mode, dans les vêtements. Des fois, tu baignes dedans naturellement sans même spécifiquement faire un business. Bah, tu connais toutes les paires, tu connais leur prix, etc. Donc, exactement. En fait, Exactement. T'es très proche du business. Et tu vois, on a toujours eu une maman qui va faire les vides-greniers, vendre des vêtements. Donc, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, j'ai commencé crypto, investissement. J'ai continué dans le resell. Je me suis formé. Donc, sur le resell, j'ai jamais fait des trucs de ouf. Après 6 mois de resell, j'avais quoi, 1200, 1500 €. C'était pas mauvais, mais bon, en 6 mois, c'est pas excellent. C'est bien déjà, pour un début, c'est énorme. C'est 300 balles par mois, c'est pas non plus. C'est magnifique, en vrai. Pour un début, c'est déjà bien. Quand t'es en cours, 300 balles par mois, t'es au paradis. T'es le roi du monde avec 300 balles par mois. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai. J'ai toujours été très proche de mon argent. Ouais. Pas radin, mais comme j'avais pas confiance en ma capacité à faire de l'argent à l'époque, donc pour contextualiser, j'avais 15-16 ans, quoi. Mais ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'investir justement et de se lancer parce qu'eux-mêmes n'ont pas confiance en leur capacité à en faire de l'argent. Donc l'argent devient ton bien le plus précieux, en fait. C'est ça. C'est tellement dur pour toi de l'acquérir que, évidemment, dès que t'en as un peu, bah, tu fais en sorte de le garder, d'utiliser vraiment pour ce qui t'es sûr à 100% qui va t'être bénéfique. Ce qui est incompatible, entre guillemets, avec le trading, mais avec l'entrepreneuriat de manière générale, où tu es obligé de prendre des risques, dans tous les cas. C'est exactement ça. Donc ouais, même à l'époque, un tacos, je voulais le gratiner, le tacos, et je le gratinais pas parce que c'était 1 € de plus, quoi. Et je pense que les gens qui ont 15-16 ans, qui n'ont pas fou l'argent, ma seule source de revenus, en fait, c'était Noël. Tu vois ce que je veux dire ? C'était Noël, c'était les anniversaires. Donc j'avais quoi, j'avais 300 balles à Noël, 300 balles à mon anniv, et c'est tout, quoi. Donc je démarre comme ça, je fais ma seconde dans les crypto-monnaies et dans le resell, puis après j'arrive à l'internat. Donc là, je cut tous mes anciens potes et c'est chaud parce que du coup, tous les potes avec qui je faisais du resell, on s'était fait un petit clan, tu vois, il y en a qui étaient dans la crypto, il y en a qui étaient dans le resell. Et bien là, d'un coup, je dis adieu à tout le monde et j'arrive du coup en première, en STI 2D. J'ai pas continué la voie générale parce que j'avais pas le niveau, pour être honnête avec vous, j'ai jamais été excellent en cours. Et j'arrive en STI 2D avec quelques bagages crypto trading, quelques bagages resell. Et j'ai rejoint un MLM. Je sais pas si ça te parle. Ouais, totalement. Ok, trop bien. Okay. Donc, à l'époque, j'avais 16 ans. Je l'avais rejoint un peu plus tôt. J'avais commencé le MLM en seconde, mais j'avais 15-16 ans. En gros, j'ai été embrigadé dans le truc et je savais pas. Et c'était en quelle année à peu près ? C'était 1 ou 2 ans après la NFT C'était en 2022. Okay. Je venais d'avoir 16 ans où j'avais 15 ans, 3 quarts. C'était pas la plus grosse époque des MLM. Moi, c'est pareil. On a essayé de m'attirer dans MLM. Je le racontais un peu sur les réseaux. On avait essayé de m'attirer de base dans MLM. J'étais déjà un petit peu dans le trading. Mais en fait, les MLM, en tout cas à l'époque florissante des MLM, c'était sur Snap, etc. C'était les premiers mecs qui postaient des Lambo à Dubaï. Tu te souviens ? Enfin, je sais pas si à l'époque, tu étais déjà dans le trading, mais à l'époque, ça a commencé par là en France. C'était à quelle année ? C'était quand j'avais 16 ans. Donc moi, je suis en 2001, donc c'était en 2016-17, un truc comme ça. Ouais, 2016, j'avais 11 ans, non ? Donc c'était il y a quand même pas mal de temps, mais en fait, le trading en France est arrivé comme ça, de base. Il arrivait avec le MLM, il arrivait avec les mecs qui montraient des Lamborghini à Dubaï, qui étaient sur Snap, etc. Vraiment la caricature de ce qu'on connaît maintenant comme j'étais trop jeune, l'arnaque. J'étais au collège encore. De base, c'est arrivé comme ça, mais c'est pour ça aussi que le trading directement en France a pris une mauvaise image, une image totalement dégueulasse, parce qu'il arrivait avec le MLM, et parce qu'on a su plus tard que c'était des énormes scams en vrai, ou que c'était 100%. Très souvent des pyramides de Ponzi. Ouais. Bon, en vrai, un mal pour un bien, c'est que ça a aussi permis à beaucoup de personnes de s'introduire dans le vrai business, et en l'occurrence comme toi, si tu me dis que tu as commencé par là, mais aussi des potes à moi qui sont traders indépendants actuellement, qui habitent aussi à Dubaï et qui ont totalement commencé avec le MLM, qui se sont rendus compte que c'était un scam, etc. Mais moi c'était pareil, on avait essayé de m'affilier à un business de Ponzi à l'époque, ça s'appelait Qvera, vraiment à l'ancienne. Qvera qui est devenu, qui s'est renouvelé, qui s'est recyclé énormément et qui a continué à perdurer. D'ailleurs, je crois que Micode a fait une vidéo sur Exacou. mais qui était, si je dis pas n'importe quoi, qui est en fait un suivi de ce
qui était à la base Cuvera, si je dis pas n'importe quoi, mais il me semble que c'était les mêmes fondateurs, en tout cas exactement les mêmes méthodes. Kevin Wolfin, il s'appelle. Voilà, mais de ce que je me souviens, c'est que par contre, ils faisaient vraiment les choses en grand. Genre ça, on pouvait pas le retirer, mais qu'ils faisaient des événements qui étaient fous, avec des milliers de personnes dans les plus grands opéras de Paris. Ils étaient vraiment très très bons pour ça, donc je comprends que t'aies énormément de personnes qui se soient fait avoir. Même moi, j'aurais pu me faire avoir. Et moi, en l'occurrence, ça a été un de mes très gros déclencheurs pour vraiment m'investir énormément dans le trading, parce que la personne qui a essayé de m'affilier, quand je l'ai refusé, je lui ai dit que dans tous les cas, moi, je commencerai jamais par le MLM et que je crois que de base, c'était juste parce que je voulais pas faire un investissement de justement 300 ou 400 euros, etc. J'étais totalement broke à l'époque, j'avais pas un sou et c'était trop pour moi. Donc je lui ai dit, mais dans tous les cas, je peux pas, c'est trop cher pour moi. Et ce mec-là m'a dit, bon, laisse tomber, je pense que le trading, c'est pas fait pour toi, tu devrais rester dans ta zone de confort, machin. Et c'était vraiment en mode, bon, vas-y, laisse tomber, tu sers à rien, t'es une merde, t'as pas d'argent, voilà, c'est ça. Et, mais là, en l'occurrence, c'était même plus d'anti-vente, c'était vraiment, bon, vas-y, laisse tomber, t'as pas d'argent, tu vas me servir à rien, tu vois. Et en fait, ce mec m'a donné une très, très grosse motivation. Dans tous les cas, moi, je vais le faire de mon côté, tu vas voir que j'investisse ou pas, je vais réussir. Et ça m'a donné mon premier gros élan de motivation pour vraiment m'investir dans le trading. Et c'est à partir de là que ça a été un gros déclencheur pour moi, que j'ai commencé à apprendre par moi-même, par me former, etc. C'est finalement un peu par ego, en fait. Ouais. C'est ça. Donc toi, du coup, tu as commencé le MLM. C'est ça, j'ai commencé le MLM, j'ai rejoint, on peut dire des noms ouais, vas-y, on s'en fout. Futures Infinity, voilà. Un des plus gros gros leaders en termes de MLM français, je pense. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui nous regardent qui sont chez Futures, j'en suis sûr à 1000%. Oui, c'est possible. C'est évident. Et j'ai rejoint Futures Infinity, j'avais 15 ans, quoi. J'avais 15 piges, et beaucoup disent c'est du scam, beaucoup disent j'ai une mauvaise expérience et tout, et je pense que j'ai un avis un peu différent de ça, dans le sens où si c'était à refaire, je l'aurais refait à 1000% en fait. Ok, ça s'est passé comment en fait quand ils viennent te démarcher parce que le système, ça restait. Parce qu'il y en a des très grosses qui sont du MLM mais qui n'ont pas un système de fonctionnement qui est voué à l'échec comme un Ponzi, si tu veux. Et en l'occurrence, Future, je sais que c'est une des très très grosses qui perdure depuis déjà très longtemps. Ouais. Donc je suppose que ça reste quand même un système qui est legit et qui permet d'une certaine manière. Je pense pas. Non. Okay. Je pense pas. Non, je vais être transparent. Okay, dis-moi, bien sûr. Je vais être transparent. On est là pour ça de toute façon. Totalement. Je pense pas que Future ça soit legit. Ok. Je suis qui pour dire ça, tu vois ce que je veux dire, mais honnêtement, je pense pas parce que rien que mathématiquement, on est des traders, les mathématiques, tu vois ce que je veux dire. Rien que mathématiquement, au bout d'un moment, t'as 8 milliards d'humains, t'en as pas plus. Tu peux pas recruter à l'infini. Totalement. C'est le but d'une pyramide de Ponzi. Donc pour moi, c'en est complètement une. Mais là où je dis que si c'était à refaire, je l'aurais refait, c'est parce que ça a été bien plus bénéfique pour moi que j'ai perdu de temps ou de l'argent. Parce que factuellement, j'ai perdu de l'argent. C'était 80 euros par mois à l'époque. J'avais 15 ans, c'était un peu cher, mais voilà, tu vois. J'ai perdu de l'argent factuellement. Mais tout ce que j'ai appris derrière, les personnes que j'ai rencontrées, le mindset que j'ai débloqué, entre guillemets, tu vois, ça vaut largement tout ce que j'ai investi. Et oui, j'ai perdu de l'argent. Oui, j'ai pas fait un seul euro en marketing relationnel. Ça n'a jamais été mon truc de recruter des gens et tout. Mais factuellement, j'ai fait des calls avec des mecs qui faisaient 10 000 euros par mois. J'avais 15 ans. Tu fais des calls avec des mecs qui font 10 000 euros par mois. Tu te retrouves en présentiel dans des meeting rooms, des trucs comme ça, dans des appartements avec des mecs, des leaders dans le MLM qui font 15, 20, 30 000 euros par mois et tu as 15 piges. Ça te fait débloquer des croyances limitantes. Ouais, totalement. Je vois. Donc, oui, c'est un business full scam et en vrai, je conseille personne d'y aller pour faire du marketing relationnel. Mais quand tu as 15 ans, tu as tellement de croyances limitantes, de conditionnement depuis que tu es petit, que j'ai pris des claques à chaque call. J'ai pris des claques parce que les gens étaient là pour nous motiver, pour nous apprendre des trucs, etc. Donc en vrai, si c'était à refaire, je l'aurais refait. Mais pour moi, je le conseillerais pas à d'autres parce que factuellement, je pense que c'est du scam. Donc voilà un peu la différence. Est-ce que tu captes ? Ouais, je capte. Donc du coup, tu commences le MLM et à partir de quel moment tu te dis je vais arrêter les études pour me lancer totalement dans le trading ? Qu'est-ce qui a fait la transition entre le moment où tu t'es dit je vais quitter les études, parce que je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup de personnes qui nous regardent. À quel moment tu te dis vas-y, je vais arrêter les études ? Comment il s'est passé quoi entre les deux pour partir du principe que ok, ça reste un business sur le côté, je suis encore en études, je continue mes études et ça reste mon focus principal, vas-y, c'est bon, j'ai plus besoin des études, il faut que je me concentre à 100% pour ça, sur ça. Ouais, alors pour répondre du coup à ta question, à 14 ans et demi, 15 ans, en seconde, j'ai eu un premier pas dans la finance avec les cryptos, NFT et l'entrepreneuriat. Et du coup, vers 15 ans, fin de 15 ans, j'ai rejoint Futures et du coup là, j'ai appris le trading, vraiment le trading. Qu'est-ce qu'une trendline, qu'est-ce que le RSI, qu'est-ce qu'une tendance, bearish, bref, tu vois ce que je veux dire. J'ai appris la classique à la base. Ouais. Donc, c'était pas les meilleurs traders, ceux qui nous formaient, et je pense que c'était plus des marketeurs que des traders, pour être honnête avec toi. Mais
même s'ils sont pas niveau 100 entre guillemets du trading, ils étaient peut-être déjà niveau 10, 20 et moi j'étais niveau 0, donc c'est bénéfique dans tous les cas. Et j'ai pas besoin d'être avec Warren Buffett en coaching pour avancer. Totalement. Même si je suis avec un mec, il a passé 2-3 propres firmes, c'est pas exceptionnel. Bah si je suis niveau 0, ça fait déjà méga sens en fait. Parce que je savais même pas ce que c'était une tendance. Totalement. Ouais. Donc j'ai pas besoin qu'il soit rentable pour vraiment apprendre les bases. Et du coup, grâce à Futures, j'y suis resté longtemps. Je suis resté 1 an, 1 an et demi. Franchement. Grâce à Futures, bah justement, grâce à ce MLM, j'ai appris les bases du trading. Mais bon, les bases quoi. J'ai pas appris plus que ça. Ça m'a pas permis d'être rentable. Donc j'ai continué, seconde, première. Et c'est là que j'ai rencontré Gaël Severini. On est en présentiel maintenant, c'est incroyable. Donc sur Insta, je viens pas de YouTube moi, je viens de Insta, les shorts. À l'époque, tu avais tapé ton meilleur challenge jour 1 sur je sais pas combien pour faire 500 à 50 000. Challenge qui est toujours en pause en vrai. Pas que j'ai pas terminé, mais qui est toujours en pause. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui me demandent de reprendre le challenge. Ah ouais? Ouais, mais le truc c'est qu'en fait, c'est toujours un enfer à faire dans le sens où non seulement déjà sur la durée, les gens y apportent très peu d'intérêt. Au début, ils sont toujours très chauds, mais quand tu vois, j'arrivais au jour 69, 70, 71, les vidéos elles faisaient plus de vues, t'avais plus de commentaires et tu te dis bah au final pourquoi je fais ça, tu vois, ça attire pas de nouvelles personnes. Moi j'essaye d'apporter de la valeur dans les vidéos, j'ai pas l'impression que les gens ça les intéresse spécifiquement, mais ce que je peux comprendre aussi parce que les journées d'un trader indépendant c'est toujours les mêmes, t'es toujours sur les graphiques, t'appliques les mêmes choses, etc. Donc c'est bien de faire la vidéo 1 où les gens te découvrent, ils découvrent comment tu trades, etc. sur les premières vidéos. Quand tu arrives à la vidéo 79, 80, 80 et que les 70 autres vidéos que tu as faites, bah, c'est exactement les mêmes, je comprends que les gens puissent perdre de l'intérêt, mais au-delà de ça, c'est surtout que ça me prenait énormément de temps en fait. Dans les montages, c'est pas un système que je pouvais déléguer à un monteur, etc. Parce qu'il y avait le rec face cam, le rec des graphiques, l'assemblage avec tout ce que j'allais faire dans la vidéo, je montais le soir même directement pour poster le lendemain et tout. C'était un enfer à déléguer, j'ai essayé sur plusieurs monteurs et en fait ça me prenait littéralement toute une journée entre le moment où j'allais trader, j'allais faire mes activités, etc. pour le jour du vlog, enfin le jour du bulletin public et le montage le lendemain. Donc ça me prenait littéralement 2 jours et par rapport à ce que ça me reportait à côté, c'était pas du tout bénéfique. Donc là, je l'ai mis sur pause. Mais en vrai, le compte est toujours existant, tu vois, le compte est toujours là, il y a toujours l'historique, toujours tout ce qu'il faut, le compte est là, mais peut-être que je vais le reprendre, tu vois, quand j'aurai plus de temps, quand je sentirai que ça sera plus bénéfique de m'y mettre. Là, en tout cas, j'ai pas du tout le temps, tu vois. Mais en vrai, je serais chaud pour le continuer. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert au début avec ce challenge. Ouais. Et du coup, tu devais peut-être même inconsciemment ou consciemment, bien sûr, avoir une pression du résultat. Le fait de tous les jours devoir placer une position, même, tu vois ce que je veux dire ? En fait, pas spécifiquement, parce que la majorité du temps, je tradais, en fait, comme je tradais en scalping, j'avais une méthode de trading qui était beaucoup plus agressive et je risquais beaucoup plus sur mes positions. Donc j'ai fait des grosses périodes de drawdown aussi, tu vois. Même au début, je l'avais dit dans le challenge, j'avais recommencé le challenge parce qu'au début, j'avais commencé avec un putain de gros drawdown sur une première position. Ouais. J'étais en mode putain, je vais arriver jour 1 avec un trade qui m'a niqué mon compte déjà, je passais pour un con. Donc j'ai recommencé le compte. Mais en vrai, j'aurais pu être rentable, tu vois, sur long terme, etc. Mais je voulais quand même commencer avec un petit truc solide parce que beaucoup de gens en tout cas ont du mal à comprendre ce fait que dans le trading, bah, tu peux avoir des périodes de pertes qui vont être assez intenses. C'est le lot des probabilités en fait, tout simplement. Tu peux être rentable sur le long terme. Il n'empêche que si tu as ne serait-ce qu'1% de chance qu'il y ait des périodes d'inactivité ou des périodes où tu vas perdre ou des périodes où tu vas faire que gagner, si le pourcentage est là, c'est que c'est possible, tu vois. Donc je voulais pas arriver avec ça. Mais ça n'empêche qu'après, j'ai hyper bien scalé le compte, que ça a super bien marché. Mais par contre, ça me prenait vraiment beaucoup de temps, quoi. Ouais, 1000%. Ok, donc du coup, tu me découvres avec ça. Ouais. Et du coup, je suppose qu'ensuite, tu suis mes contents et tu me DM après m'avoir découvert, ou ça s'est passé comment du coup ? Bah, t'as tout dit. Tout dit. En gros, je regarde les premières vidéos, je m'abonne sur Insta, je regarde les premières vidéos, et là, je me suis dit, bon, vas-y, j'envoie un message. Je pose une question. Donc, je lui ai posé une question à l'époque, évidemment, je ne me rappelle plus de la question, mais je t'ai posé une question sur le trading, j'imagine. Je sais pas, on ne parlait pas d'autre chose. Et tu m'as répondu. Ouais. Tu m'as répondu rapidement. Tu m'as répondu quoi, dans la journée ou le lendemain, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus trop, j'étais jeune, mais tu m'as répondu. Ouais, de quoi ? Ça fait pas mal de temps déjà, ça fait bien 2-3 ans. Ah, on se connaît depuis pas mal de temps. Hein. Ouais. Donc, je me souviens pas non plus des premiers messages. Je me souviens où j'étais quand on a passé le premier appel. Tu te rappelles du premier appel ? Ouais, moi aussi, je m'en souviens. Et voilà, les semaines passent. J'avais une seconde question. Je me suis dit, bon, il m'a répondu une première fois. Bon, je vais gratter des infos gratuites. Il a le résultat que je veux de toute façon. Donc, s'il y a bien une personne où je dois poser la question, c'est bien toi, quoi. Et pas poser la question à ma prof de déco, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pose une deuxième question, il me répond, et sans rien en retour, en fait. Ouais. Et ça m'a marqué. 3 ans après, c'est quoi ? Ouais, c'est ça, 3 ans après, tu vois. Ouais. Si je prends le temps de l'expliquer, c'est justement que ça m'a marqué, c'est qu'il n'y avait rien en retour. Ouais. Donc,
je repose une question, une deuxième, et là, un mois après, je repose une troisième, etc. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, en vrai, je suis bloqué dans mon trading. Je fais du trading depuis à peu près 2 ans, un truc comme ça. J'ai fait 0. J'ai pas cramé de compte, mais j'en ai pas validé. J'ai le bac là j'avais le bac dans 2 ans, un truc comme ça. J'avais 16 ans à l'époque. J'aime pas ce que je fais, j'aime pas les études, je sais pas où aller. Ça fait 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, je fais pas plus d'argent que ça. Et moi, je veux faire du trading. Faut que je trouve une solution au bout d'un moment. 2 ans, ça commence à se faire. Tu vois, ça commence à faire longtemps. Ouais. Ok, il y a cette idée de trust the process, Rome ne s'est pas fait en un jour, ça prend du temps, mais bon là, fallait mettre de la vitesse au bout d'un moment. Donc, je te renvoie un message, et je te dis, ouais, viens, on fait un appel, j'ai X, Y, Z questions, nana, mais dans l'optique de voir comment tu pourrais m'aider bien plus en profondeur. Et justement, tu faisais écho à cet appel-là. Donc c'est exactement ça, on s'est appelé pas mal de temps, je ne me rappelle plus évidemment de combien de temps, mais on a vraiment pris le temps ensemble de se poser. Tu as mis ton cerveau au sein de ma situation et bah, tu as dit ce que j'avais besoin d'entendre parce que j'ai envie d'entendre et c'est ça qui m'a aidé en fait. Ouais. Donc ça m'a débloqué beaucoup de croyances, beaucoup de problèmes. J'étais très grateful, comme on dit. Ouais, gratitude. La gratitude, ouais. J'ai plus le mot en français, mais on s'est compris. On s'est compris, voilà. J'étais très en gratitude de parler. La fatigue qui reprend le dessus. 100%. J'étais très en gratitude de parler avec quelqu'un qui avait les résultats que je voulais, en fait, concrètement. Ouais. J'avais pas de source de revenus. M'investir financièrement, ça fait peur. Je l'avais jamais fait, à part Futures Infinity, 80 € par mois pendant 6 mois. J'avais pas vraiment pris une grosse solution. Ouais. Donc ça m'a fait très peur. Pour être honnête avec toi. Ce qui est normal, ce que je peux comprendre. Moi, c'était pareil pour moi à mes débuts. Je pense que c'est un cycle qui se suit. Au début, quand t'as pas beaucoup d'argent, bah, c'est comme ce qu'on disait, comme t'as pas confiance en tes capacités d'investir, forcément t'as peur de dépenser ton argent ou de faire des investissements qui peuvent être un peu risqués, entre guillemets. Tu m'as présenté la solution, garantie, etc. Et je me suis challengé, quoi. Ouais. Il y avait la voie de la peur au début. Ouais. Comme n'importe. À chaque fois que tu vas faire un investissement de X milliers d'euros, X dizaines de milliers d'euros pour certains, il y a la voie de la peur qui arrive. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est une voie rationnelle ? Non. Évidemment que non. En fonction de là où tu veux aller, là en l'occurrence, non. C'est ça. Est-ce que la voie de la peur est une voie rationnelle ? Non. Et je me suis vite posé la question, en fait. Ok, j'ai 16 ans, ça fait 2 ans que je galère. Rationnellement, si l'accompagnement était gratuit, je l'aurais pris. Ouais. Donc là, je réfléchis à dire non. C'est parce que la seule raison, c'est que je suis attaché à l'argent. C'est parce que j'ai peur d'investir financièrement. Qu'est-ce que j'allais faire de cet argent ? J'ai acheté des tacos ? Non. Il fallait que j'en fasse quelque chose. Et s'il faut bien en faire quelque chose, bah, c'est pour nourrir mes rêves. Ouais. J'allais pas acheter du mobilier, tu vois ce que je veux dire. Donc, je me suis dit que rationnellement, c'est la meilleure décision que je peux prendre, en fait. C'est la meilleure décision que je peux prendre. Oui, je peux essayer de faire les choses seul, mais bon, je vais me mettre quoi ? 1 an de plus, 2 ans de plus, 3 ans de plus ? Non, je veux pas ça. Donc, j'ai commencé à écouter la voie rationnelle et je me suis posé la question, ok, le Antonin qui fait 10 000 € par mois en trading, qui voyage, qui est à Dubaï, qui fait des podcasts de fou, quelle décision il aurait prise ? Bon, au bout d'un moment, je peux pas me bullshit éternellement. Ouais. Tu vois. Et quelle décision il aurait prise ? Il aurait pris la décision de faire le virement. Ouais. Et donc là, on se lance dans 6 mois, 1 an, un peu plus d'1 an même, d'accompagnement intensif où vraiment on a charbonné ensemble. On a fait quand même beaucoup de travail, on a fait beaucoup d'appels. Moi, je t'ai fait énormément de revues, on a beaucoup échangé. Ouais, et du coup, on se retrouve maintenant à Dubaï. C'est fou. En vrai, moi, je te le dis, moi, personnellement, ça me régale. Moi, ça me régale. Parce que je sais que j'étais en partie du coup la cause de ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Donc, ça me régale, tu vois, de te voir aujourd'hui à Dubaï. Parce que je sais que c'est ce que tu voulais aussi. Donc du coup, comment ça se passe ? Alors, est-ce qu'entre-temps, du coup, pour parler des études, pour terminer sur le sujet des études, c'est durant ce moment-là en fait, que tu as pris la décision de quitter tes études, si je dis pas n'importe quoi, un petit peu après à la fin ? J'ai toujours voulu quitter mes études inconsciemment. Ouais. Mais dans la matière, dans le concret, dans le compte en banque, je ne pouvais pas me permettre. Ouais. Mais depuis que je suis en seconde, j'ai envie de quitter les études. Hein. Mais depuis que je suis né, j'ai envie de quitter les études. J'ai jamais aimé ça, comme j'ai dit. Donc, la décision, elle était prise dans ma tête depuis longtemps, mais entre... elle est dans la tête et je la concrétise dans la matière, il y a un monde. Parce qu'il faut que les parents ils soient d'accord, il faut que la société soit d'accord, entre guillemets, il faut que mon compte en banque me permette, il faut que je passe à l'action. Je ne peux pas quitter les études juste comme ça. Surtout dans une famille qui prône les études, justement. Avec une mère qui a un bac plus 5, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai pris cette décision dans la tête il y a déjà plusieurs années, mais je me suis permis...
quand j'ai commencé à générer de l'argent, c'est là que je me suis dit, ok, ça se concrétise. Ouais. Ok, là, si je quitte mes études, bah, je vais pas à la rue, je vais pas mourir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Totalement. Justement parce que j'ai la capacité à faire de l'argent. Totalement. Donc, j'ai fait 1 an et demi de coaching avec toi, donc de 16 ans à 17 ans, et arrivé en terminale, donc le bac était dans quelques mois, bah, je voyais que j'encaissais en fait. Ouais. J'encaissais, j'avais beaucoup d'absence. On parle en centaines d'heures d'absence. T'étais déjà plus trop dans les études, quoi. Ah ouais, 100%. Il y avait énormément de friction avec ma famille, hein, parce qu'ils ne comprenaient pas ce milieu-là. Ils ne sont pas de cette génération, donc je faisais genre que j'étais malade, je faisais genre que je m'étais cassé un truc, j'inventais des faux plâtres. Pour faire quoi ? Pour aller trader, pour aller apprendre des compétences, pour aller lire, pour aller regarder des vidéos, parce que je voulais absolument pas me conditionner avec l'école, ça me faisait pas sens. Donc je conseille pas à tout le monde d'arrêter les écoles, enfin d'arrêter l'école et tout. Je pense que ça reste quand même une grosse erreur d'arrêter les études pour se lancer dans le trading, qu'on soit d'accord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de fausses croyances sur le trading et qui pensent que déjà ça va prendre beaucoup moins de temps qu'ils le pensent, qui pensent que c'est une solution à leurs problématiques et que directement ils vont pouvoir faire de l'argent. On parle quand même d'un domaine qui est très très dur, très très long, dans lequel se former, qui est peut-être le domaine, en tout cas pour moi, qui va t'apporter les meilleurs bénéfices à la fin, mais le travail qu'il faut faire pour obtenir ces bénéfices est quand même assez équivalent à ce qui va te rapporter derrière. Et là, en l'occurrence, on parle de au minimum plusieurs années de formation, même quand on est très très bien entouré, parce qu'évidemment, tu peux avoir 100% de la théorie, mais comme dans tous les domaines, l'expérience fait une très très grosse partie du travail aussi et est nécessaire. Donc, en l'occurrence, je pense que arrêter les études pour se lancer dans le trading, c'est une décision terrible, qui n'est pas une bonne décision. Mais par contre, en l'occurrence, l'opinion publique, effectivement, voudrait qu'on dise que quitter tes études pour te lancer dans le trading, ou alors pour continuer ce que tu as fait dans le trading, etc., parce que ça commence à marcher, etc., c'est trop risqué. L'opinion publique voudrait qu'on continue la voie des études, qui est la voie de la sécurité. Mais d'un autre côté, je serais très hypocrite, moi, de te dire le contraire, ou de même dire aux gens le contraire, parce que c'est exactement ce que j'ai fait moi aussi quand ça a commencé à peine à marcher, que je commençais à faire un tout petit peu d'argent. J'ai même pas fait mes premiers retraits, mais je voyais déjà que j'étais rentable, que je commençais à faire un petit peu d'argent avec le trading. Je me dis, allez, les études, ça dégage, il faut que je prenne mon année au moins, et puis que je me concentre sur ça et que je vois ce que ça va donner. Je commençais comme toi, hein. Je touchais à la rentabilité, j'avais fait pas plus de retraits que ça, mais je touchais à la rentabilité. À la fin, je voyais vraiment ce truc de « Ah, je peux faire du cash. Si j'arrête, je peux faire du cash. » Et en vrai, pour être transparent vraiment à 1000%, c'est plus la voie de l'insolence qui a fait que j'ai arrêté les études. Et c'est le fait que mon père m'a dit dans mon crâne « Continue, va jusqu'au bac. » Il m'a dit ça pendant 3 ans. Seconde, première, terminale. Pendant 3 ans, il m'a dit « Va jusqu'au bac. » Et de manière totalement insolente, à l'âge de 17 ans, j'ai arrêté les études 1 semaine avant le bac. C'est-à-dire que j'ai pas passé mon bac, j'ai arrêté 1 semaine avant le bac, justement pour marquer le coup. Justement pour dire au monde, ok, vous m'avez dicté cette vie-là, non, j'en veux pas, tu vois. Et factuellement, j'aurais pu attendre 1 semaine, passer mon bac, tout le monde est content, ma famille elle est contente, mais non, je voulais pas ça. Donc effectivement, un peu plus par insolence du coup que par... Par ego, par insolence, vraiment ce truc au fond de moi de je suis quelqu'un de différent. Je l'ai prouvé en me lançant à l'entrepreneuriat quand j'avais 14 ans et demi. Je l'ai prouvé en faisant X, Y, Z. Et je le reprouve aujourd'hui et je le montre au monde, tu vois. Et j'aurais pu faire comme beaucoup d'entrepreneurs, attendre le bac, justement comme tu en avais parlé, attendre le bac. Et après, tranquille, faire une année sabbatique. Mais non, j'ai arrêté les études. J'ai pas le bac du coup, j'ai juste un brevet et j'ai même pas de mention, je crois. Donc j'ai arrêté les études et je suis parti, j'ai alterné chez des potes, chez mes parents et en coloc avec X, Y, Z. J'ai beaucoup voyagé en fait à cette période-là, tu vois, j'ai beaucoup voyagé. Parce que justement je pouvais me le permettre et parce que c'est ce que je voulais de ma vie, quoi. Je voulais cette liberté, je me sentais enfermé en fait. Chez moi, je me sentais enfermé à l'internat, je me sentais enfermé dans une salle de classe. Donc j'avais besoin de cette liberté et en y réfléchissant, c'est extrêmement risqué. En y réfléchissant, j'avais un goût du risque dans mon trading qui faisait super sens, qui était pertinent, qui était rationnel, mais un goût du risque dans ma vie qui était complètement fou, quoi. Ouais, je peux comprendre. Je pense pas que ça soit une décision spécifiquement vraiment risquée. Est-ce que le risque plutôt ça aurait été de jamais te lancer dans le trading justement, ou alors de jamais oser prendre des décisions que tu as prises? Parce qu'au final, ce qui compte, c'est d'arriver là où tu veux être. Donc les décisions les plus intelligentes, quand bien même c'est les plus risquées, ça reste les plus intelligentes. Donc, moi je pense, en tout cas vu là où ça t'a mené, je pense que tu le penses aussi que c'était quand même la bonne décision. 1000%.
En quoi tu penses que ça aurait été plus risqué de continuer les études, si ce n'est que ça va t'amener sur une voie que tu n'as pas envie de suivre, en fait. Donc au final, c'est pas spécifiquement prendre un risque. Quand je dis que c'est risqué, c'est pas le fait de continuer les études, évidemment. Le pire, c'est de continuer les études. Quand tu as des rêves qui sont hors de tes études, continuer les études, c'est la pire décision que tu peux prendre. Enfin, je préfère le dire. Bien sûr, ouais. Bien sûr. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent faire quelque chose de leur vie et qui nécessitent la voie des études. Donc, bien sûr, il faut continuer les études. En l'occurrence, quand tu n'as pas envie de continuer dans les études, que tu veux faire de l'entrepreneuriat, monter tes propres business, etc., c'est vrai que les études, au bout d'un moment, elles te servent complètement à rien. Ouais. Quand je dis que c'est risqué, je faisais référence au monde que je me suis mis à dos. Et derrière, j'ai eu des relations très difficiles avec ma famille. Certains membres de ma famille qui voulaient juste plus me parler, je les ai extrêmement déçus. Évidemment, les proches, ouais. Ils restent, ils te comprennent et ils t'aiment comme tu es. Tu les as déçus, mais ils t'aiment comme tu es. Mais voilà, j'ai eu énormément de volatilité dans mes relations due à cette décision. Donc, je me suis retrouvé moi. Je suivais mes propres valeurs. Donc, j'avais des très bonnes relations avec moi-même. Mais avec la société et le monde qui m'entoure, c'était très difficile. Ouais, ok. Donc voilà pourquoi donc, je parle de études. Tu quittes tes études. Donc là, on est toujours dans le programme d'accompagnement. On est toujours dans la période de formation, si je dis pas n'importe quoi. Vers la fin. Ok, ouais, c'était plutôt vers la fin. Fin. Donc, à partir de ce moment-là où tu quittes tes études, il me semble que il s'est passé pas beaucoup de temps entre le moment où tu as quitté tes études, du coup tu es venu ici t'expatrier, ou en tout cas te donner un premier avis de Dubaï. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu commençais à avoir des résultats qui étaient vraiment intéressants, que tu te détachais un petit peu de l'accompagnement, que tu ressentais plus le besoin en tout cas de te faire accompagner, et le moment où tu arrives ici du coup à Dubaï, tu commences à faire des sommes qui sont déjà assez intéressantes. Alors tu t'expatries pas encore à Dubaï, ouais. Là tu te donnes un petit peu un premier avis, mais on va en parler d'ailleurs si on a encore un peu le temps. Ouais, 1000%. Du coup, il s'est passé quoi entre les deux ? Tout le moment où je me suis un peu détaché naturellement et le moment où je suis maintenant en présentiel avec toi à Dubaï, bah, j'ai lock-in. J'étais, comme je t'ai dit, chez mes parents, des fois chez des potes, X, Y, Z. Et j'ai full développé mes skills. Donc, j'ai bombardé à la salle de sport, philosophie, lecture. J'ai lancé une communauté sur Discord. J'ai commencé la création de contenu sur les vidéos. Donc, je me suis développé en fait. J'ai amélioré mes skills principalement. J'ai fait du cash. Et voilà, voilà à Dubaï. Ça, c'est un truc qui est génial, c'est quand tu commences à te focus sur toi-même et que tu prends ta première année. Moi, en l'occurrence, c'était exactement ça. Tu sais, quand je te disais que j'étais dans la période Covid, justement, où j'avais moi, je le vois comme une période de vacances, mais on était confinés, en fait. On était chez nous, on pouvait pas bouger. Et moi, c'est pareil. En gros, j'avais énormément développé mes skills. Je commençais la lecture, j'avais commencé le sport, je commençais à développer mes business, etc. Et tu t'imagines, en gros, à la fin de cette période, repartir dans le système des études où tu n'as plus le temps de t'occuper de toi, tu n'as plus le temps de développer ton business, etc., où tu passes très très peu de temps, c'était impossible. Donc c'est pareil, c'est à cette période-là que j'ai décidé de littéralement tout quitter pour prendre mon année. Mais généralement, cette période, en tout cas, tu vois, dans mes souvenirs, j'ai pas fait une période de charbon, de grind dans ma vie par rapport à moi-même, par rapport à ce que j'ai pu apprendre durant cette période, etc., qui était aussi intense dans les années qui ont suivi dans ma vie. Alors toi, c'est encore récent, mais c'est vrai que je me souviens que cette période, j'étais quand même ultra déter, tu vois. Et même au-delà du business, je me souviens que j'avais un niveau qui était tellement catastrophique à la sortie des études que j'avais fait mes propres études en fait dans les matières différentes, en français, tu vois, en orthographe par exemple, où j'avais l'impression d'avoir un niveau qui était catastrophique. Je me disais putain, mais je peux pas sortir de 10 ans, 15 ans d'études, 18 ans d'études et ne pas savoir écrire correctement. Et en fait, en 2-3 mois, j'ai pris des leçons de grammaire, des leçons d'orthographe sur comment bien écrire, etc. Enfin, les basics en fait. Ouais. Et je me souviens qu'en 2-3 mois, j'ai plus appris qu'en 10-15 ans d'études. C'est un truc de fou. En 2-3 mois, j'ai fait un travail qui était tellement colossal, notamment sur l'histoire aussi, sur l'histoire de la France, sur l'histoire géographie, sur vraiment tous les domaines, toutes les matières scolaires, sur la science, les mathématiques. J'avais l'impression d'avoir un niveau qui était tellement catastrophique que je me suis formé par moi-même. Et quand c'est volontaire, t'apprends tellement 10 fois mieux que quand c'est involontaire et que quand on te pousse à le faire. Donc évidemment, quand tu te lances aussi dans ton propre business, comme c'est une décision qui est volontaire et quand en plus tu as le fait que tu te sois engagé dû au fait que tu as décidé par toi-même de quitter les études, que tu as décidé de t'engager de par l'investissement que tu as fait, de par l'investissement en temps, en argent, évidemment le résultat est toujours beaucoup plus gros que ce qu'il aurait pu être si c'était des décisions involontaires. T'étais pas du tout scolaire, quoi. Ah non, pas du tout. Mais moi, c'est pareil que toi. En fait, moi, si ça tenait qu'à moi, je pense que j'aurais même pas fait plusieurs jours au lycée, tu vois. Genre très très tôt, surtout sur le début de ma seconde, j'ai très très vite compris que mon chemin ne se tracera pas de par ce que l'école a à me donner.
Ce qui, encore une fois, comme on disait, tu vois, ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui ça sera le cas, et puis c'est très bien pour eux. Il faut qu'ils suivent justement cette voie. C'est pour ceux qui veulent être médecins, etc. Bon, bah, évidemment, tu as une voie qui est faite pour les études, et c'est nécessaire d'avoir le diplôme en question pour arriver là où tu veux être. Donc, il faut suivre les études. Mais en l'occurrence, quand je pense que tu sais, que tu es convaincu que ta finalité, ça ne sera pas par la voie des études, bah, tu fais juste que perdre son temps. En fait. Bon, en l'occurrence, tu vois, au lycée, je me souviens d'avoir juste passé de très bons moments. J'étais en partenariat en plus avec la marine, donc on faisait des visites des bases de Brest, de Toulon, etc. Et je me souviens d'avoir passé les meilleurs moments de ma vie avec mes potes. Trop bien. Mais par contre, la perte de temps était colossale, quoi. La perte de temps était colossale. J'aurais adoré, avec le recul maintenant, j'aurais adoré, j'aurais gagné beaucoup de temps si j'aurais lock-in directement, que je serais allé me focus sur mon business, que je voulais faire, mais ce que je pouvais pas faire parce que j'avais mes parents du coup qui m'obligeaient à continuer les études. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave aussi, c'est bien aussi, les choses se sont passées comme elles auraient dû se passer, et puis au final on en est quand même là. Ça n'empêche que dans tous les cas, peu importe ton âge, je pense que tu peux toujours te sortir de cette situation d'une manière ou d'une autre. Au début, commencer avec 2-3 heures dans la soirée, quand t'as le temps, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, comme tu l'as fait, comme on l'a fait, quitter des études, quitter ton taf, etc. Faut pas que la décision soit précipitée, ça peut être un très gros risque, faut être sûr aussi que c'est exactement ce que tu as envie de faire. Mais c'est des décisions qui sont trop importantes et qui ont changé nos vies, en l'occurrence pour nous deux, mais qui ont changé la vie de beaucoup de personnes que je connais. Il y a toujours un moment comme ça où tu dois prendre la décision de ta vie, en fait. C'est ça. Les gars, en trading, on n'est pas payé au temps, on est payé à la décision. Ouais. Donc, on dit toujours, il faut prendre des bonnes décisions dans notre trading, respecter notre plan et tout, c'est trop cool. Mais déjà, commence par prendre des bonnes décisions dans ta vie, en fait. Ouais. C'est ça le plus important. Tu vois. Et un mec qui prend des mauvaises décisions dans sa vie, je sais pas, il mange McDo, X, Y, Z, il n'est pas capable d'aller poursuivre ses rêves. Et après, il dit, faut que je prenne des bonnes décisions dans mon trading. Non, les deux sont surtout que c'est beaucoup plus compliqué de prendre des bonnes décisions en trading que dans ta vie de manière générale. Donc, si tu n'as pas la capacité ou si tu n'as pas la discipline déjà de prendre les bonnes décisions dans ta vie, dans un premier temps, tu conquéris ta vie et ensuite, tu conquéris les marchés. Ça marche dans cet ordre-là. Ça, c'est la classique. Et du coup, tu arrives à Dubaï. Ouais. Première impression de Dubaï, qu'est-ce que ça dit ? Première impression de Dubaï, les gars, je vais pas vous mentir, ultra négatif. Ah ouais. Ah merde. Non, en vrai, j'arrive pas à Dubaï, j'arrive à Sharjah. Oui, un petit aéroport juste à côté. En fait, c'est juste à côté. C'est la ville qui est collée à Dubaï. Limite, c'est la même ville, en fait. Et la pollution, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Moi, je viens du sud de la France, trop chill, pas de voiture, la campagne, vous voyez ce que je veux dire. Et là, d'un coup, boum, on vient m'agresser les poumons comme ça. J'ai jamais fumé de ma vie, j'ai jamais, tu vois. Ouais. On m'a agressé les poumons d'un coup. C'était les premières heures, une fois que je suis arrivé à Dubaï Marina, c'est là où j'habite actuellement avec elle, justement. Bah, franchement, tout va bien. Il n'y a pas de pollution à Dubaï Marina, du moins le quartier qu'on a. En même temps, il y a quand même un standing bien plus élevé. Ouais, on est à côté de la mer aussi. C'est ça, il y a moins de bruit. C'est beaucoup plus chill. Mais la toute première impression, quand je suis sorti de l'aéroport, c'était compliqué, c'était vraiment une atmosphère qui n'était pas la mienne. Okay. Donc voilà, mais après, une fois que j'ai pris le taxi et j'ai rejoint Marina. Que dans tous les cas, pour moi, ça me semble important de le préciser, mais Dubaï n'est absolument pas une finalité quand tu es trader indépendant. Parce qu'on le dit comme si, ça y est, tu as commencé à faire de l'argent trading, du coup, tu es venu à Dubaï. Mais c'est ce que tu voulais, c'est parce que tu avais envie de découvrir, tu avais envie de networker, de rencontrer des gens qui avaient aussi réussi comme toi dans ce domaine, etc. Mais en vrai, tu vois, moi, la première fois que je suis parti, c'était à Malte. Et comme je te l'ai dit, maintenant, je me vois beaucoup plus faire ma vie à Malte que ma vie à Dubaï. Dubaï n'est absolument pas une finalité, bien évidemment. Toi, tu l'as fait parce que c'est ce que tu voulais. Mais ce qui est incroyable avec le trading, du coup, c'est que ça te laisse surtout cette liberté géographique. Le fait que si demain, tu dis, tu es en France, tu dis, putain, je fais de l'argent avec mon écran, je vais partir à Dubaï, c'est pareil, tu seras à Dubaï, tu pourras faire de l'argent avec ton écran. Tu pouvais autant te dire que tu avais envie de partir à Bali, que tu avais envie de partir en Norvège, en Estonie, où tu veux. Et tu aurais toujours eu ton écran et ta capacité de faire de l'argent avec le trading. Et ça, c'est magnifique. Toi, en l'occurrence, c'était Dubaï. Donc, en l'occurrence, plus d'ailleurs, si je ne dis pas n'importe quoi, pour le network, pour le réseau et pour ce que ça pourrait t'apporter que Dubaï en lui-même. Parce qu'en vrai, Dubaï est incroyable, mais est-ce que ça nécessite le fait qu'on y vienne quand même plusieurs mois, s'installer, etc. Je ne pense pas. S'il n'y avait pas les avantages fiscaux... Bon, ça reste quand même incroyable. En vrai, ça reste quand même une place qui est à part du monde. En vrai, si on prend du recul sur... c'est peut-être un peu trop de temps que j'y suis, mais en vrai, si on prend du recul, c'est quand même une place qui est incroyable à voir au moins une fois dans sa vie, je pense. En fait, ça te montre concrètement ce que les hommes sont capables de construire, en fait, ce qu'ils sont capables de faire avec le Burj Khalifa et tout. C'est quand même un truc de fou. Mais du coup, mauvaise impression. Première arrivée à Dubaï, mauvaise impression. Bah, les 3 premières heures, hein. Là, ça fait 10 jours que je suis à Dubaï et je vis un rêve. Un rêve, mais les gars... Ouais. Donc mauvaise impression les 3 premières heures, parce que ta question c'était quelle était ta première impression. Mais par la suite ça a vite changé. À partir du moment où je suis sorti du taxi,
J'ai commencé à voir le Bourges, j'ai commencé à voir la mer, j'ai commencé à voir le premier coucher de soleil, j'ai commencé à voir les gens, la propreté, la chaleur. Bon, rêve éveillé, rêve éveillé. Mais du coup, ça peut bifurquer sur la question de pourquoi Dubaï, si jamais ça fait sens pour toi. Ouais, pourquoi Dubaï alors me concernant? Ouais, ou moi aussi, comme tu veux. Je peux répondre à cette question. Alors, me concernant, c'était exactement pareil que toi. La première fois que je suis venu ici, c'était surtout pour élargir mon network. Et en fait, la première fois que je suis allé à Malte, je me suis rendu compte à quel point c'était puissant d'avoir des gens qui t'entourent et qui font 10 fois plus que toi. Je me suis dit, ok, prenons les décisions les plus intelligentes pour le moment, pour mon business, et pas spécifiquement celles qui me driveraient émotionnellement. Donc, je me suis dit, la décision la plus intelligente, c'est d'aller à Dubaï et de m'entourer des mecs qui font des millions, etc. Peu importe ce que les gens disent, que ce soit superficiel, que ce soit A, B ou C, je m'en fous. La décision la plus intelligente pour mon business, pour le développement de mon trading, pour le développement de mon état d'esprit, etc., c'est d'aller m'entourer de ces gens-là. Où sont ces gens-là? Ces gens-là sont à Dubaï. Donc je suis arrivé à Dubaï. Moi, ma première impression à Dubaï, elle était incroyable. Genre vraiment, j'ai kiffé direct. Je me souviens pas avoir spécifiquement eu une mauvaise impression. J'ai une image en l'occurrence dans ma tête où je suis arrivé avec un mec que j'ai rencontré parce que moi c'était pour une colocation qui était organisée par un entrepreneur qui habitait à Dubaï, en l'occurrence Ethan, s'il passe par là, on lui fait un clin d'œil, qui était organisée par Ethan, et je suis arrivé à l'aéroport avec un gars qui faisait aussi cette même coloc. Et je me souviens d'avoir une image dans ma tête qui est la première image que j'ai quand je suis arrivé dans Dubaï, où on arrivait sur la grande route de l'aéroport et on avait la vue sur le Burj Khalifa. Ouais. Et dans ma tête, c'était pareil, tu vois, c'était... putain, j'arrive à cet endroit où t'as l'impression que tout est possible, quoi. T'as l'impression que t'arrives dans un endroit où t'as ce qui est factuel, en fait, où t'as tous les hommes qui ont réussi, toutes les personnes qui ont le mieux réussi, qui ont fait beaucoup d'argent, etc. Bon, ça se tape évidemment avec d'autres pays, mais Dubaï, ça reste quand même une place assez spéciale pour ça. On sait très bien que c'est un concentré de multimillionnaires que... Demain, tu peux boire avec ton café avec un mec qui a des milliards dans le compte et qui a de la valeur illimitée à t'apporter. Et ça, c'est un pur régal. Ça, c'est un pur régal. Et c'est ma première impression de Dubaï. C'est de voir les choses en grand, en fait, tout simplement. De voir que tout est amplifié x10 par rapport à la France. Les bâtiments, les gens ont toujours une personnalité. Enfin, les gens ont toujours une histoire qui est incroyable. Ça, c'est un truc que j'adore à Dubaï. Quand tu rencontres des gens en France, ce qui n'est pas spécifiquement mal, mais c'est une différence que je notifie. C'est pas, tu vois, la majorité des gens que tu rencontres en France, ils sont à la fac, ils sont dans leurs études, ou alors ils commencent leur premier job, etc. C'est souvent toujours la même chose. Et pour la majorité des gens, c'est des gens qui n'ont pas cru en leurs rêves, qui n'ont pas cru en leur capacité d'aller chercher leurs rêves. La majorité de mes anciens potes ou de ceux que je connais, je t'assure que leur rêve, c'était pas de finir, tu vois, en intérim au McDo, ou alors de faire des jobs à droite à gauche, ou alors de terminer à la fac et de boucler sans savoir vraiment ce qu'ils font ici. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tous les gens qui t'entourent, c'est un peu des gens qui sont dans la même mentalité que toi, qu'en fait, qui ont surtout quasiment le même parcours que toi, peu importe dans quel domaine, peu importe pour quelle finalité, mais ils ont toujours aussi ce goût du risque, ils ont toujours osé prendre le risque. Pareil, il y a un moment où ils ont décidé de quitter la France, où ils sont lancés dans leur propre business, ils ont décidé de prendre le risque d'arrêter, de tout quitter, de se mettre aussi des gens qu'ils aimaient à dos, qui n'étaient pas d'accord, que ce soit leurs parents, etc. Et au-delà de ça, tu rencontres toujours des gens qui ont toujours des histoires à te raconter, qui ont toujours des histoires incroyables à te raconter, en tout cas qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et ça, c'est un régal, parce que c'est toujours super inspirant. J'ai jamais rencontré un mec à Dubaï, je me suis dit, putain, et toi, c'est chaud, quoi, qu'est-ce que tu fais ici? Mais en vrai, vraiment, tous les gens que j'ai rencontrés ici, ils ont toujours des histoires de fous. Ça, c'est un truc qui me régale à Dubaï. Donc bon, maintenant, à l'époque, quand je suis arrivé pour la première fois, c'était comme toi. J'avais fait une coloc avec d'autres entrepreneurs qui débutaient un petit peu dans le business. Il n'y avait aucun trader indépendant. Si, il y avait un trader indépendant qui se lançait aussi dans le trading, qui est à Dubaï actuellement encore aujourd'hui et qui est un pote à moi. Je te le ferai rencontrer peut-être à l'occasion si tu restes ici. Avec grand plaisir. Théo, si tu passes par là, on lui fait un clin d'œil aussi. Mais ouais, premier trader indépendant que j'ai rencontré aussi à Dubaï, qui c'est pareil comme moi, expatrié ici, qui était venu comme moi dans la coloc pour la première fois à Dubaï. Et puis ensuite, les choses se sont faites de fil en aiguille. La première fois que je suis arrivé à Dubaï, j'étais pas du tout dans l'optique de rester ici. J'étais pas du tout, enfin en tout cas, je pensais pas par rapport à ce que j'ai généré que je pourrais rester à Dubaï. C'était encore trop instable par rapport à mes revenus sur le trading, par rapport à ce que je génère, etc. Est-ce que c'est trop risqué et tout? Et j'ai vu des gens qui prenaient 100 fois plus de risques que moi, qui avaient des barrières qui étaient débloquées, beaucoup plus que moi je pouvais en avoir. Et le fait de voir des gens autour de moi oser prendre des risques, oser faire des choses que moi je n'oserais pas faire, etc., alors que j'avais la capacité de le faire par rapport à ce que j'étais déjà capable de générer, je me suis dit en vrai, vas-y, je vais m'installer ici et puis on verra ce que la vie va me réserver. Et maintenant j'y suis encore. Là, ça va faire bientôt 2-3 ans. 1 an que j'y habite vraiment officiellement. Enfin même un peu plus, et puis c'est toujours un kiff, hein. Mais bon, encore une fois, tu vois, je veux pas spécifiquement inciter les gens à venir à Dubaï ou même dire que c'est la destination sur laquelle il faut venir, mais
comme on disait tout à l'heure, on est né dans un monde où on ne fait pas les règles en fait. Donc si l'endroit pour développer le meilleur endroit pour développer son business, le meilleur endroit pour développer ses connaissances, c'est Dubaï, let's go, on va à Dubaï, on va prendre la décision qui est la plus intelligente et puis on va se pointer. Si ça aurait été Bali, si ça aurait été la France ou peu importe n'importe quel autre pays, on serait dans ce pays actuellement. C'est pas vraiment une décision, c'est pas vraiment la décision la plus la décision émotionnelle de venir à Dubaï. Moi, je t'avoue que je suis un amoureux aussi de la nature, donc être entouré de buildings, ça me fatigue assez vite. Je comprends. Mais la décision la plus intelligente, ça reste quand même d'être ici, puis on peut pas se plaindre non plus d'être à Dubaï, ça reste quand même magnifique, comme tu disais, c'est super propre, les gens sont agréables, les lieux sont toujours magnifiques, c'est toujours très luxueux, c'est toujours très soigné, très bien pensé, donc on peut pas se plaindre non plus d'habiter ici. Moi, la raison, elle est multiple. On va pas parler de fiscalité, c'est multiple, tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi l'ego, de se dire, bon, j'ai 18 ans, je suis à Dubaï. L'ego, il est en chacun de nous, en fait, tu vois. Et la réalité des choses, c'est que ça y a joué. C'est aussi pour mettre un coup d'accélérateur. Coup d'accélérateur parce que tu vois que la France comparée à Dubaï, ça va en x1, x2, et à Dubaï, ça va en x10. Ouais, de fou. Une journée à Dubaï, elle va être... Le truc qui est assez dangereux aussi à Dubaï, tu commences à le voir déjà, c'est qu'il y a toujours des gens qui organisent des choses, qui font des choses, etc. Mais les gens font tout en x10. C'est génial, ça te donne énormément d'opportunités. Mais très rapidement, tu peux tomber dans un cercle où tu vas enchaîner tout ce qui est possible d'enchaîner, les soirées networking, les soirées, tu vois, comme ce qu'on va avoir prochainement là. Et tu as très très souvent des gens qui organisent des choses, tu as très souvent d'autres choses à faire que de travailler sur ton business. Donc c'est assez dur de rester focus ici, mais d'un autre côté, c'est un bon challenge. 1000%, c'est ça. Dubaï, c'est un multiple en fait. Ça veut dire que si t'es un mec des soirées, bon, mais tu vas à Dubaï, tu vas vraiment être un mec des soirées, quoi. Et si t'es un mec du business, tu veux développer ton business, bon, tu vas à Dubaï, en 3 ans, t'es millionnaire. Enfin, c'est très rapide, les gens vont très vite, tout va très vite, tout est fait pour que t'ailles vite. Et c'est pour ça que je suis allé à Dubaï, parce qu'en vrai, j'ai 18 ans. Bon, j'ai pas envie de faire mon premier million à 30 ans, quoi. Et aussi, je le précise quand même, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas spécifiquement comprendre de quoi on parle, parce que je pense qu'il faut venir à Dubaï dans un bon contexte aussi. Si tu viens à Dubaï et que juste tu prends une location et que tu te pointes ici, c'est comme un peu partout, tu vois, il va pas spécifiquement se passer des choses. Donc c'est mieux d'avoir des relations ici à Dubaï déjà, mais ne serait-ce que des relations de personnes que tu suis sur les réseaux, des gens qui habitent déjà ici en l'occurrence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui organisent des événements, des événements de business pour rencontrer, pour networker, etc. Donc je pense que c'est assez important aussi de venir à Dubaï dans le bon contexte et de choisir le timing durant lequel tu vas venir. Parce qu'effectivement, si juste tu te pointes à Dubaï, en vrai, tu vas être tout seul, il va rien se passer, quoi. Ça va pas faire un x10 sur ton business, t'es juste dans un autre endroit du monde. Donc le contexte dans lequel à venir, je le précise parce que c'est assez important. J'ai pas qu'il y ait des gens qui entendent ça et qui se disent c'est bon, venir à Dubaï, c'est la solution pour faire de l'argent. Non, faut venir ici durant le bon moment, à la bonne période. Enfin, la période en tout cas qui te semble la plus cohérente par rapport à ton business déjà dans un premier temps, mais surtout par rapport à ce que tu peux voir sur les réseaux, en fait, beaucoup. Suivre des gens qui sont déjà à Dubaï, ce qu'ils organisent, essayer de te créer tes propres opportunités, aller DM des gens, etc. Se créer ses propres opportunités, tout simplement. D'ailleurs, j'en ai plein qui viennent à Dubaï, et ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui m'envoient un message, disent juste, si t'es chaud, on va se boire un verre, etc. J'ai regardé, ça fait 2 ans que je te suis, là je suis à Dubaï, si t'es chaud, on va se boire un verre. Alors je suis jamais allé boire un verre, mais il y a déjà des gens que j'ai invités à des événements que moi-même j'ai fait. Donc ça c'est le plus important. C'est surtout les personnes avec qui tu vas t'entourer. Ça c'est ce qui fait vraiment la différence. 1000%. Il y a aussi un plafond de verre en France. Un plafond de verre naturel dans la mentalité des gens. Ça veut dire qu'en France, tu fais 10 000 euros par mois. Oh, putain, t'es chaud, quoi. En France, tu fais 10 000 euros par mois, t'es chaud. À Dubaï, tu fais 10 000 euros par mois. Bon, cool, tu commences le business, mec. Enfin, c'est un bon début, quoi. C'est un bon début. Tu vois. C'est pas impressionnant de faire 50 000 euros par mois à Dubaï. Genre, je préfère le dire, c'est pas impressionnant. Ça impressionne personne ici. Hein. Vraiment, c'est average, en fait. Alors, en fait, ces 10 000 euros par mois ici, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la moyenne basse. C'est-à-dire que la majorité des gens qui s'expatrient à Dubaï, ils viennent ici quand ils gagnent 10 000 euros par mois. Je pense que tu peux venir à Dubaï quand tu gagnes beaucoup moins de 10 000 euros par mois. C'est ce qu'on disait aussi, c'est que tu as beaucoup de raisons de dépenser ici, mais en vrai, si tu vis normalement, il y a les loyers qui sont plus chers qu'en France, mais sinon la vie de manière générale est quasiment moins chère qu'en France. Tu n'es pas obligé de gagner 10 000 euros par mois. Mais la majorité des gens qui qui s'expatrient en tout cas pour la majorité, c'est des mecs qui font à peu près 10 000 euros par mois. En fait, tu es vraiment dans la moyenne basse ici avec 10 000 euros par mois. Donc, c'est pas choquant de voir des gars qui font 20 000, 50 000, 100 000. C'est des mecs qui commencent à se mettre assez bien. Mais tu es entouré de gens qui font tellement 100 fois plus que c'est très dur d'être choqué par les chiffres ici. Tu as toujours un mec qui fait plus que toi, toujours un mec qui fait mieux que toi. C'est une question de standard
et tu changes complètement tes standards quand tu es à Dubaï. C'est pour ça que c'est super inspirant aussi. Au final, en fait, ça demande beaucoup d'ego de venir à Dubaï parce que, comme tu le disais, en France, tu gagnes 10 000 euros, tu es le roi du monde. En France, tu gagnes 10 000 euros, les gens ne te croient pas. Tu peux le dire à qui tu veux, tu as 18 ans, 20 ans, tu gagnes 10 000 euros. Les gens vont toujours te remettre en question, vont toujours te demander si tu scams, machin et tout. C'est inhabituel. Ça n'existe pas là-bas. Alors qu'à Dubaï, t'arrives, je dis j'ai 18 ans, je fais 10 000 euros par mois. Il me dit qu'est-ce qui va pas dans ton acquisition client pour faire que 10 000 euros par mois quoi. Ouais, c'est un peu ça. Tu bosses ou tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment ça. Et en fait, en France, tu as un plafond de verre qui est naturel, ce qui fait que tu sais que tu as beau mettre toutes les actions que tu veux en place, les choses sont lentes, les opportunités sont lentes, les gens vont pas très vite et en général, tu as du mal à se développer. Et à Dubaï, tu n'as pas de plafond de verre. Ça veut dire que là, demain, full audace, je toque à une porte d'un mec au hasard et à tout moment, c'est XYZ qui m'envoie le numéro de XYZ et ça devient un truc de ouf, on monte un business ensemble. C'est vrai que ça peut paraître fou pour les gens, mais c'est vrai que ça peut vraiment aller aussi vite, quoi. C'est ça. Tu vois, si demain tu vas à un événement entrepreneurial où tu rencontres 2-3 personnes, à tout moment, tu vas rencontrer un gars là-bas qui va être ton nouvel associé pour les 10 prochaines années. Les choses peuvent vraiment aller aussi vite. Ici, c'est un truc de fou. Ça va à 10 000 à l'heure à Dubaï, c'est génial. C'est vraiment très fluctuant. Ça peut aller très haut comme ça peut aller très bas. Et c'est cette fluctuation qui est intéressante dans le business parce que du coup, tu peux faire des très hauts. Qu'en France, c'est beaucoup plus difficile de faire justement des très hauts, de faire des fluctuations. Parce que les gens, justement, comme j'ai dit, ils sont plutôt lents. Ils ont du mal sur une moyenne, en fait. C'est ça. Et là, à Dubaï, en fait, je me suis dit, OK, si je vais à Dubaï, il y a les plus grands entrepreneurs du monde. S'il faut, il va rien se passer. Pendant 3 mois, je vais faire les mêmes chiffres que je faisais en France. S'il faut, il va rien se passer. Mais s'il faut, je fais un truc de ouf. Et je sais même pas, j'ai pas prévu. Tu vois, je me laisse l'opportunité d'eux. Et là, aujourd'hui, on fait un podcast ensemble. C'est une super opportunité pour moi. Et s'il faut, là, dans une semaine, ça va être avec Alec Henry que je vais faire un podcast. On sait pas, en fait. On sait pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait pas ce qui peut se passer. Et du coup, comme on sait pas, il peut tout se passer. Et donc, c'est intéressant. En France, on sait ce qui va se passer. On sait que non, tu vas pas faire un podcast avec Alec Henry dans une semaine. On le sait. Tu vois ce que je veux dire ? Totalement. Ok. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de Dubaï, de tout ce qui en était sur comment les choses se sont passées pour toi. On va pas faire une vidéo promotionnelle sur Dubaï. En vrai, les gens savent quelle est la meilleure décision à choisir pour eux s'ils détestent les buildings, s'ils détestent rencontrer des gens. Pas que Dubaï, Bali c'est une scène. Ouais, il y a plein d'autres endroits qui sont... c'est cool. Il y a plein d'autres endroits. Ensuite, tu peux rencontrer des entrepreneurs qui sont moins loin de la France, qui sont très différents de Dubaï. Londres, plein de trucs. Nous, en l'occurrence, on parle de Dubaï parce que c'est le chemin qu'on a pris, mais il y a plein d'autres chemins. Donc, pour régaler un petit peu ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de trading, parce que je pense que c'est une question qui intéresse aussi beaucoup de gens. On en parlait notamment la première fois dont on s'était rencontrés. On avait une discussion qui était assez intéressante sur ça, sur comment toi tu vois les marchés. Est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de ta stratégie, de ce que tu suis, de comment tu vois les marchés, le price action, est-ce que tu es plutôt indicateur, etc. Bon, moi en l'occurrence je suis très bien placé pour savoir exactement ce qu'il en est, mais pour régaler un petit peu ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, ça dit quoi de ton côté niveau de trading, si on parle factuellement de trading et du travail que ça implique? Déjà, avant de parler de ma stratégie, je pense qu'en général, il n'y a pas de vérité absolue dans le trading. Ça veut dire que demain, j'ai des amis qui font de l'analyse technique, ils sont rentables, t'en as la preuve. Il y en a qui font de l'analyse fondamentale, ils sont rentables. Il y en a qui font pièces de monnaie pile ou face. Non, ils sont pas rentables, c'est une blague. Ils seront pas rentables, mais on leur laisse le bénéfice du doute. Non, en vrai, c'est une blague. Mais il y en a qui font des indicateurs, ils sont rentables, RSI, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai, il n'y a pas de vérité absolue. Quelqu'un qui va dire c'est comme ça que ça marche le trading, tout le reste c'est du scam, c'est lui le scammer en fait. Factuellement, tu peux faire de l'argent ICT, tu peux faire de l'argent SMC, tu peux faire de l'argent partout. Le plus important, c'est pas le moyen de faire de l'argent, c'est pas la stratégie que tu vas avoir, c'est à quel point tu es discipliné pour la maintenir. Et même la stratégie la plus nulle, la plus pétée au monde, si réellement tu la respectes, tu vas être rentable au long terme. Il faut qu'elle soit rentable, évidemment. Donc voilà, ça c'est la première chose qui est importante à comprendre. Deuxième chose, moi, tu es mon mentor, donc je traite de la même façon que toi. Ça veut dire que compréhension du marché, principalement, se placer dans le sens de la tendance, c'est le concept le plus important selon moi en tout cas. Qui est d'ailleurs le plus banalisé et que beaucoup de gens ne suivent pas. Exactement. Parce que dernièrement avec le SMC, les gens ont eu beaucoup tendance aussi à vouloir se prendre pour les magiciens des marchés, à essayer de choper le retournement pour choper toute la nouvelle tendance, etc. En vrai de vrai, on travaille sur un marché qui fonctionne aux probabilités. Donc on va toujours mettre les probabilités de notre côté et la première étape, ça va être de consister à suivre le sens
du courant du marché tout simplement, donc ceux qui peuvent se permettre de le créer, les market makers en l'occurrence. Donc toujours suivre la tendance, ça peut paraître hyper banal. Je vais faire des vidéos justement sur ma stratégie pour en parler plus en détail, mais c'est déjà ce qui va apporter beaucoup de poids à tous les setups que tu vas prendre. C'est au-delà de juste suivre la tendance, au-delà d'un concept A, B ou C, c'est de mettre les probabilités de ton côté. Alors toi en l'occurrence, donc tu traites du coup toujours price action, exactement comme je te l'avais enseigné de base. Est-ce que tu as fait des modifs dernièrement ou... Aucune modif. Non, aucune modif. C'est un système qui marche super bien en vrai, comme en tu fait, le dis. C'est con un système qui fonctionne, pourquoi le changer genre faut être stupide pour changer une stratégie qui marche. Si ça te correspond, ça sert à rien de le changer. Donc tu m'as enseigné une stratégie qui marche, je vais pas la changer quoi. Ouais, en l'occurrence, c'est vrai que je le précise beaucoup. Le plus important aussi, c'est au-delà d'avoir une stratégie qui marche, c'est d'avoir une stratégie qui correspond à ce que toi, la manière dont tu as envie de trader. Il y a des personnes qui vont vouloir le faire plus occasionnellement, etc., qui veulent pas passer autant de temps qu'on va y passer sur nos graphiques, ce qui peut être en soi totalement compréhensible. Mais effectivement, non seulement tu n'as pas qu'une seule vérité, mais quand tu as une stratégie entre les mains qui marche et quand elle te correspond, ça sert à rien de la changer. Alors moi, en l'occurrence, je sais que dans ma stratégie, dans ma compréhension du marché de manière générale et dans mon trading, j'ai toujours apporté beaucoup d'importance à la compréhension du système monétaire, du marché, du fonctionnement des marchés des devises, etc. C'est pour ça que je t'ai enseigné aussi beaucoup de choses sur ça. C'est parce que c'est vraiment toujours important pour moi de comprendre ce que je fais, et au moins d'essayer de comprendre ce que je fais. Mais c'est vrai que factuellement dans le trading, le job d'un trader indépendant, ça reste quand même d'identifier des récurrences et d'exploiter ces récurrences. Donc effectivement, comme tu le disais, si tu as un système qui est complètement merdique, qui n'a aucune logique vis-à-vis de comment le marché fonctionne, mais que sur le long terme il est rentable, on va continuer avec ça. Il faut s'obstiner à toujours essayer d'expliquer comment ça fonctionne, parce qu'il y a plein de choses dans tous les cas qu'on ne peut pas savoir et qu'on ne pourra pas savoir, que ce soit sur le court terme ou sur le long terme, sur le fonctionnement des marchés. En l'occurrence, moi, c'est très important pour moi de comprendre ce que je fais, donc je m'obstine à le faire. Mais c'est un système effectivement qui marche. Et puis il y a 2-3 concepts, tu vois, dans ma stratégie que j'arrive pas encore à expliquer vis-à-vis de ma compréhension en tout cas du marché. Mais j'arrive quand même à concevoir qu'au-delà de tout, le plus important, ça reste de comprendre que mon job, c'est d'identifier et d'exploiter les récurrences, pas de comprendre ce qui se passe derrière ce que je vais trader, etc. Donc toi, actuellement, là, c'est encore ce que tu fais du coup ? 100%, c'est ça. J'ai pas d'intérêt à changer, donc c'est exactement ce que je fais. Tant que quelque chose marche, ce serait bête d'arrêter, donc je vais pas arrêter. Et ça imprime de l'argent tous les mois, donc magnifique. Donc on va pas arrêter. Okay. Donc là, du coup, le projet, ce serait quoi ? Ça serait de s'expatrier à Dubaï à la fin, ou là, tu es juste venu en repérage ? 3 mois de visa, ça fait 2 semaines que je suis à Dubaï. On voit ce que ça donne. Si ça fait méga sens, je reste au long terme. Si j'ai une envie de liberté comme j'ai eu quand j'avais 17 ans pour faire toute l'Asie ou toute l'Amérique du Nord, on va faire ça. J'écoute beaucoup mon cœur dans mes décisions. Je pense que c'est important parce que tu es toujours aligné quand tu écoutes ton cœur. J'apporte une part de rationalité, toujours. Mais j'écoute mon cœur principalement, c'est le plus important. Okay. Et là, mon cœur, il me dit de scaler ici, de rester avec toi. Ouais. Donc, ok, magnifique. Le trading, dans tous les cas, c'est ça qui est magnifique, c'est que ça te permet en fait de faire un petit peu ce que tu veux. Ça, c'est beau. On n'aura pas beaucoup parlé de trading dans ce podcast, mais au moins on aura parlé. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens, et il y a beaucoup de gens aussi qui me suivent, qui te suivent aussi potentiellement, qui justement sont dans cette période où c'est encore en études, ou alors ne serait-ce qu'au travail encore, et qui se demandent si c'est potentiellement le bon moment pour eux, ou s'ils peuvent prendre le risque, etc. Donc, j'espère que ça aura aidé beaucoup de gens, que beaucoup de gens pourront s'identifier du coup à ta situation. Donc c'est cool, je pense qu'on se refera potentiellement un podcast aussi pour parler peut-être un petit peu plus de trading, mais au moins on t'a introduit dans les vidéos. Et puis je pense qu'on se refera un podcast pour parler un petit peu plus concrètement de trading, si c'est ok. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ok, parfait, on arrête ici. Et puis on se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Let's go. Ciao, ciao.